Seul. Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui va traiter du défi des repas dans les familles avec un enfant ayant un trouble du spectre de l'autisme. Je me présente, donc je suis Nathalie Jobin. Je suis la directrice scientifique d'Extenso, qui est le centre de référence en nutrition de l'Université de Montréal. Je vais peut-être me permettre un peu de parler de qu'est-ce que c'est qu'Extenso. Tout d'abord, d'entrée de jeu. Donc, Extenso, c'est principalement, bon, c'est un centre de référence, mais via son site web qui se veut être un site de vulgarisation scientifique au sujet de la nutrition. Donc, on analyse la, 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 la littérature scientifique et on la vulgarise pour le grand public afin d'essayer de vous donner une meilleure connaissance de ce qui se fait en nutrition afin d'améliorer éventuellement vos habitudes alimentaires. Et Extenso, en fait, c'est un OBNL et Extenso est très impliqué auprès de différents organismes comme partenaires. D'ailleurs, comme Altergo, on est partenaire avec Altergo pour le projet Choisir de gagner. On est évidemment responsable du volet alimentation depuis 4 ans avec le projet Choisir de gagner dans le but de favoriser l'adoption de saines habitudes alimentaires auprès des jeunes qui ont des limitations fonctionnelles. Alors, voilà pour la petite introduction d'Extenso et ma présentation comme telle. Donc, je vous avoue, c'est la première fois que je donne un webinaire. Je vous imagine tous devant moi, chacun des visages. N'hésitez pas donc à écrire vos questions. Par contre, nous allons y répondre seulement à la fin de la présentation qui durera environ 30 ou 40 minutes, là, tout dépendamment de si je m'étends ou pas. Donc, quelqu'un va récolter les questions et on va essayer de répondre à la plupart des questions. Si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, on va par exemple pouvoir répondre par écrit et rendre ça disponible sur le site Choisir de gagner, tout comme la présentation de ce présent le webinaire. Alors, sans plus tarder, peut-être que nous devrions entrer dans le vif du sujet. Bon, alors tout d'abord, un peu de vocabulaire pour qu'on puisse parler tous le même langage. Qu'est-ce qu'on entend par les 3 P du repas? Donc, on parle de planification, de préparation et de partage. Qu'est-ce qu'on entend par particularité relative à l'alimentation ou particularité relative au repas, les fameux PRR? Donc, ce n'est pas une classification internationale officielle, c'est plutôt ce qui est ressorti comme classification à partir d'une étude qu'on a fait, une revue littérature. Quand on parle de particularité alimentaire, on entend par là un répertoire alimentaire qui est restreint, une grande sélectivité, peu d'appétit de la part des enfants, un rejet systématique de certains types d'aliments, soit reliés aux textures, aux odeurs, aux couleurs, aux températures, à la présentation dans l'assiette ou même sans raison apparente. Et ça peut inclure également de la néophobie tenace. De façon générale, évidemment, ça se traduit par un impact sur la variété alimentaire de l'enfant et ça inquiète souvent plusieurs parents. On parle aussi de particularités comportementales. Donc, il s'agit dans ce cas-là de comportements atypiques durant le repas qui peut comprendre de l'agitation, de la difficulté à rester assis, à se concentrer sur le repas, des routines rigides associées au repas, par exemple, d'utiliser toujours la même nappe, la position des ustensiles qui doivent être identiques d'un repas à l'autre. De façon générale, donc, les particularités comportementales vont se traduire par des repas qui sont nettement plus stressants, exigeants ou même pénibles pour les parents. Dans le webinaire aujourd'hui, donc, nous allons mettre l'accent sur les particularités relatives à l'alimentation, donc les particularités alimentaires, et le webinaire de la semaine prochaine va toucher plus les comportements comme tels. Alors, les objectifs comme tels du webinaire, c'est vraiment donc de vous donner des outils pour vous informer, mais aussi pour faire face aux défis que vous rencontrez durant l'heure des repas avec vos enfants. Donc, on a fait, à partir d'un portrait qu'on a recueilli, des fameux 3 P des repas, dans les familles qui ont un enfant qui souffrant du trouble du spectre de l'autisme, je vais dire TSA parce que sinon je vais tout le temps m'enfarger dans mes mots, et des différentes particularités alimentaires.
Alors voilà, c'est l'objectif aujourd'hui. Le contexte, pourquoi on a décidé de travailler particulièrement sur le contexte du repas, sur les particularités, que ce soit alimentaires ou comportementales. Bon, parce qu'il y a quand même beaucoup d'études qui traitent des effets de l'alimentation sur la qualité de l'alimentation de ces enfants-là et sur leur, leur état nutritionnel, mais nous, ce n'est pas ce qui nous intéressait. Chez Extenso, on se préoccupe beaucoup des comportements, on se préoccupe beaucoup des repas en famille pour faire en sorte que ça soit un moment idéal ou propice aux échanges. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une revue de littérature qui visait ces facteurs-là pour les enfants TSA. On sait que les particularités alimentaires des enfants TSA sont nombreuses et fréquentes. Il y a tout de même peu d'études sur ces enjeux-là, ces défis et ces inquiétudes des familles relatives à ces particularités. Mais ce qu'on sait pour sûr, c'est que les familles ont besoin d'outils pour mieux comprendre, pour mieux gérer, intervenir et se rassurer dans les cas où il y aurait justement des particularités relatives au repas. D'où viennent nos informations, juste pour faire un peu un survol de notre processus qu'on a effectué. Donc, on a fait un survol de la littérature pour se rendre compte qu'il y a peu d'études portant spécifiquement sur les enfants TSA et leur lien avec les 3 P des repas, donc préparation, planification, partage. Mais ce qu'on a trouvé dans la littérature nous a surtout servi d'inspiration pour développer un questionnaire, donc on appelle notre volet qualitatif. Et ce questionnaire-là a donc servi pour des entrevues individuelles qu'on a fait avec 18 mères qui avaient un enfant un enfant TSA de moins de 20 ans. Donc, beaucoup de ce que je vais dire dans ce webinaire est basé sur des citations de mamans qui nous ont accordé des entrevues parce que je pense que c'est vraiment ce qui se passe sur le terrain et vous risquez plus de vous y retrouver et de vous identifier peut-être. Alors, ça, c'est le rapport. Alors maintenant, on y va parce qu'on a déjà 5 minutes d'écoulées. Donc, on y va dans le vif du sujet. Alors, les particularités alimentaires, sans en dire trop, je suis certaine que plusieurs d'entre vous allez reconnaître vos repas si je mentionne refuse de manger, sélectivité alimentaire, tri des aliments, etc. Ça inquiète beaucoup les parents et parce que ça a un impact nécessairement sur la variété de l'alimentation des enfants. La néophobie, qu'est-ce que c'est la néophobie? Parce que tantôt, j'en ai un peu parlé sans expliquer qu'est-ce que ça en était exactement. Donc, la néophobie alimentaire, c'est un sentiment de peur face à de nouveaux aliments. Les enfants qui présentent de la néophobie ont une grande réticence à goûter les mets inconnus et ont tendance à trouver mauvais tout nouvel aliment qu'ils acceptent de goûter. Donc, c'est vraiment une peur presque incontrôlable ou de tout ce qui est nouveau. Donc, on ne veut pas goûter à des nouveaux aliments ou des nouveaux mets. Alors, c'est ce qui est la néophobie. Donc, j'imagine que si vous assistez à ce webinaire aujourd'hui, c'est parce que il y a certainement des facteurs dont je viens d'énumérer qui sont votre quotidien, en fait. Les causes probables des particularités alimentaires, bon, il peut y en avoir plusieurs. Elles peuvent être uniques ou jumelées, donc elles peuvent être de nature physiologique, c'est-à-dire des troubles gastro-intestinaux, motilité difficile du système digestif, de la motricité orale qui est atteinte, donc qui fait que d'un point de vue physiologique, ça entraîne des particularités alimentaires. Elles peuvent être de nature également sensorielle, par exemple une hypersensibilité sensorielle. Lorsqu'il y a des textures différentes dans la bouche, ça peut incommoder grandement un enfant. De manger un brocoli cru, l'enfant pourrait s'imaginer que, en fait, lui, ce qu'il ressent dans sa bouche, ça pourrait être comme des petits fils qui lui chatouillent le fond de la gorge. Donc, c'est ce qu'on veut dire par hypersensibilité sensorielle. Elles peuvent être également de nature comportementale, tout simplement, manque d'intérêt ou de curiosité. Les particularités peuvent être associées aux rigidités ou encore à de la réticence à la nouveauté.
Donc, c'est vraiment des cas par cas. Vous connaissez votre enfant, vous êtes la meilleure, ou enfin, les parents de façon générale, vous êtes les meilleures personnes parce que vous connaissez bien votre enfant, ses habitudes. Donc, vous pouvez certainement pouvoir identifier ici certaines causes et on va essayer de trouver ensemble certaines solutions. Ici, je vous mets une citation d'une maman qu'on a interrogée. Je vais la lire là, pour qu'on puisse ensemble, qu'on puisse après ça la discuter. Donc, les gens qui ont des enfants autistes, qui ont des rigidités alimentaires vont en parler énormément, car c'est très difficile pour eux et c'est normal. Ils vont s'exprimer beaucoup et je comprends, mais ce n'est pas parce qu'on les entend plus qu'il faut généraliser. Dans le cas d'enfant C, bon, il déteste la routine et la rigidité. Il aime changer de place à table, manger varié. Je ne me reconnais pas du tout dans l'association autisme-rigidité. Donc, ce que je veux vouloir exprimer par cette citation-là, c'est que on est conscient que c'est toujours du cas par cas, qu'il est très difficile de généraliser pour tous les enfants TSA. Il y a certaines particularités qui sont présentes parfois de façon très intense ou d'autres fois on ne retrouve pas du tout de particularités. Le fait d'en parler beaucoup de la part des parents qui ont des enfants qui présentent ces particularités-là, ça peut donner l'impression que c'est très fréquent, mais il faut se rappeler que c'est toujours du cas par cas et dans toute ma présentation, je ne veux jamais avoir la prétention de généraliser. Donc, je vais essayer de vous donner des trucs. Si ça vous concerne, vous les prenez, mais ça se peut très bien que certaines particularités ne s'appliquent pas à votre quotidien. Des exemples tirés de témoignages. Je suis désolée, il y en a beaucoup sur la diapo. Je croyais que je l'avais séparé. Mais pour vous montrer que, si tous les enfants TSA n'ont pas de particularité alimentaire, quand ils en ont, ça peut devenir très compliqué. Alors, on va les lire ensemble. Donc, mon enfant va manger des carottes et des patates, mais pas le verre. C'est suspect. Il ne mange pas de verre. Quand il était petit, il pouvait refuser un plat au complet qu'il aimait. S'il y avait juste un petit ingrédient qu'il n'aimait pas, par exemple, une pizza en forme de lapin qu'il aimait, il pouvait la refuser s'il avait un piment pour faire en guise d'œil. Ensuite, mon enfant ne mange vraiment pas beaucoup et les légumes verts aussi, c'est hyper compliqué. Il ne mange pas aussi varié que le reste de la famille. Il mange toujours les mêmes choses. Il picosse au lieu de manger. Il n'aime pas quand il y a différentes textures mélangées dans un plat, par exemple un mijoté où il y aurait de la viande tendre et des légumes plus croquants. Il est capable de tout gratter son cube de bœuf pour qu'il n'y ait aucun petit morceau d'oignon dessus. Une sauce à spaghetti, oubliez ça. Chez nous, ça prend systématiquement 2 menus, un pour mon enfant qui est extrêmement rigide et un autre pour les autres. Il mange sans doute moins de 20 aliments différents. Donc, sûrement que plusieurs d'entre vous, vous reconnaissez des éléments qui ressemblent à votre situation. Alors, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Bon, les particularités, ce qu'il faut savoir dans un premier lieu, c'est que c'est jusqu'à un certain point normal. Les particularités alimentaires peuvent être des formes de néophobie et la néophobie, ça fait vraiment partie du développement normal des enfants. En fait, 75% des enfants à développement normal de 2 à 10 ans présentent de la néophobie et les courbes varient là, selon l'âge, mais il semblerait qu'aux alentours de 8-9 ans, c'est peut-être même le pic de la néophobie où ils veulent pas du tout goûter à de nouveaux aliments, ils sont très réticents. Donc, c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut faire pour essayer de vaincre cette néophobie, puis on va détailler beaucoup plus dans les diapositives suivantes, mais c'est de servir de modèle positif, d'exposer de façon répétée les aliments peu appréciés ou qui ne veulent pas être goûtés, et le tout dans une ambiance agréable. Par contre, c'est sûr que considérant les particularités des enfants TSA, parfois, on pourrait très bien se demander où s'arrête la néophobie normale, donc qui fait partie du développement normal des enfants, et les particularités ou encore les caprices. Quand savoir que ça devient un caprice ou une particularité liée au TSA comme tel? On a lieu, quand on parle de modèle positif, on a lieu de se demander si le rôle de modèle est aussi efficace auprès de ces enfants-là. On a lieu de se demander également si les expositions répétées sont pertinentes, si le menu
si on décline le menu selon les préférences de l'enfant, est-ce que c'est utile aussi? Et on va parler également beaucoup de pression à manger et de récompense alimentaire parce que ce sont des stratégies qui sont souvent utilisées. Donc ça, c'est tous des aspects qu'on va discuter plus en détail. Alors, je vous ai soumis jusqu'à maintenant beaucoup de questions et on va essayer d'y répondre, mais maintenant, on va regarder les situations qui sont rassurantes et qui peuvent améliorer les choses petit à petit. Et c'est vraiment des solutions concrètes qui vont peut-être vous simplifier la vie dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Alors, on a un petit peu parlé précédemment, donc du modèle positif. Le modèle positif, en fait, c'est le rôle clé des parents, en fait, dans la vie de leurs enfants de façon générale. On est, en tant que parents, on est un modèle pour nos enfants. Ils veulent nous imiter, évidemment jusqu'à un certain âge. Là, après, à l'adolescence, c'est autre chose. Mais ils veulent quand même imiter et on a un très grand rôle en ce sens. Et notre rôle a lieu aussi à l'heure des repas. Et on oublie peut-être on sert de modèle alimentaire pour nos enfants à l'heure des repas, mais c'est vrai. Donc, il faut se rappeler que ce qu'on met dans notre assiette, de la façon dont on le mange, nous également en tant que parents, a une influence sur ce que l'enfant va vouloir ou non goûter. Et le rôle de modèle des parents, ça souligne aussi l'énorme importance qu'on accorde à un repas familial où les modèles adultes sont assis à table au moment du repas, qu'il y a un seul et même repas qui est partagé par la famille et que tout le monde mange avec enthousiasme. On parle des parents qui peuvent agir comme modèle, mais il ne faut pas oublier aussi, puis on va le voir un petit peu plus loin, que les frères, sœurs et aussi les autres adultes significatifs dans l'entourage des enfants peuvent être des modèles positifs. Et par les autres adultes significatifs, j'entends les éducatrices à la garderie, j'entends les grands-parents, les personnes qui sont très proches et qui vivent dans le quotidien avec les enfants, donc jouent ce rôle également. Bien sûr, il faut apporter des nuances pour les enfants TSA. On le répétera jamais assez, ces jeunes-là ne sortent pas d'un moule unique. L'atteinte de la maladie peut prendre différentes formes et se manifester de différentes façons, en différents niveaux de sévérité. Cela étant dit, il semble qu'il soit vraiment commun à plusieurs jeunes qui ont un TSA d'avoir des particularités dans leurs interactions sociales. Par exemple, certains montrent peu d'intérêt pour les autres, plus ou moins d'empathie, ou prêtent pas beaucoup d'attention quand on leur parle. Ils peuvent également avoir de la misère à décoder les comportements d'autrui ou encore à comprendre le non-verbal, les sourires, etc. Enfin, ils peuvent avoir de la difficulté à imiter les autres. Et dans ce contexte-là, c'est légitime de se questionner à savoir dans quelle mesure le rôle de modèle positif ou l'adulte qui mange avec enthousiasme aurait un impact sur le développement du goût des jeunes ayant un TSA. Dans quelle mesure ces enfants-là perçoivent-ils que l'adulte significatif mange avec enthousiasme? Dans quelle mesure sont-ils sensibles à l'influence d'un modèle positif? C'est vraiment des questions qu'on se pose et à ce jour, la réponse est vraiment au cas par cas. Et dans certains cas, et c'est ce que la littérature nous rapporte, le rôle de modèle semble vraiment avoir un effet. Donc, le mettre en place, c'est pas très impliquant, on n'a rien à perdre et tout ce qu'on risque, c'est d'avoir des effets positifs. En fait, des études rapportent que les membres de la famille servant d'exemple de bons comportements alimentaires semblent avoir un effet positif sur l'alimentation des enfants TSA. Il y a une autre étude qui indique que les préférences alimentaires des jeunes TSA, qui sont définies par le nombre d'aliments différents consommés par l'enfant, seraient reliées aux préférences alimentaires de la famille plutôt qu'aux caractéristiques relatives aux troubles de l'autisme en tant que tels. Cette étude rapporte l'observation que des enfants qui ont un TSA avaient un plus large répertoire alimentaire quand leurs parents avaient eux-mêmes un large répertoire alimentaire. Et les auteurs indiquent qu'un phénomène de la poule ou de l'œuf n'est pas impossible. Donc, il faut se questionner également sur nos propres habitudes en tant que famille. Est-ce que c'est propice à l'élargissement de l'éventail alimentaire de notre enfant? Et quand je vous parlais de rôle de modèle, il n'y a pas seulement les parents, donc on peut penser à la grande sœur et dans les témoignages qu'on a recueillis, il y a une maman qui nous rapportait que la grande sœur avait une très grande influence positive sur l'enfant TSA. La maman nous rapportait qu'elle était vraiment extraordinaire, qu'elle savait comment être rassurante pour l'enfant. Par exemple, quand il y avait de la nouveauté au menu, elle était bonne pour donner du contexte connu, être enthousiaste.
et le chum de la sœur également, donc s'y mettait de la partie. Et quand la sœur et son copain étaient présents au repas, c'était très facilitant pour les parents parce que l'enfant avait plus d'ouverture à goûter aux choses. On nous a rapporté également l'influence des grands-mamans qui souvent adorent leurs enfants, bien évidemment, mais qui peuvent avoir une très grande influence. Et on sait que les grands-mamans, peut-être, ont davantage le temps de cuisiner et de transmettre ces connaissances-là culinaires aux enfants. Et il y a une maman qui nous disait que son enfant TSA, probablement disait que sa grand-mère, c'était la meilleure cuisinière au monde. Et c'est avec sa grand-mère qu'il était beaucoup plus ouvert à goûter à des nouvelles choses et que ça se traduisait vers la maison aussi. Donc, quand il arrivait de chez sa grand-maman ou même les deux grands-mamans, il y avait une plus grande ouverture. Donc, c'est intéressant à retenir. Donc, c'est important de retenir en tant qu'adulte qu'on est vraiment un modèle et que les enfants nous regardent et se calquent sur nous. Et c'est important de commencer tôt ce modèle-là parce que peut-être que l'imitation ou le fait que l'enfant remarque notre façon de manger, notre enthousiasme à goûter à des nouvelles choses, peut-être que ça va prendre plus de temps pour avoir de l'effet. Donc, d'où l'importance de commencer tôt. Si plusieurs récits semblent tout à fait positifs, il en demeure qu'on ne peut pas généraliser, comme je le disais tout à l'heure, à l'impact positif du rôle de modèle pour tous les enfants qui ont été TSA. Il ne faut pas perdre de vue que le trouble autistique de chaque enfant va s'exprimer de manière unique. Le rôle de modèle des parents peut très bien être aidant dans certains cas et s'avérer moins réel dans d'autres cas. Mais quoi qu'il en soit, un adulte qui joue un rôle de modèle positif, c'est une bonne pratique de base qui, dans tous les cas, en tout cas, ne peut pas nuire. Donc, même si l'impact réel positif semble être variable, il y a vraiment suffisamment d'indices dans les écrits et dans les témoignages qui nous laissent croire que le rôle de modèle positif est favorable dans beaucoup de cas. Il s'agirait donc d'une pratique à privilégier. Et de ce fait, il semble primordial pour moi, en tout cas, de vous transmettre comme message qu'il serait important aussi de transmettre la bonne nouvelle aux autres adultes qui sont présents dans la vie de vos enfants. Donc, concrètement, si votre enfant refuse de manger des légumes verts, lui en présenter en petite quantité dans son assiette et s'il vous voit, vous les manger avec enthousiasme. Et enthousiasme, quand je dis enthousiasme, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de s'exclamer haut et fort, mais de dire que c'est bon, qu'on peut décrire l'aliment, donc en parler, ça peut aider aussi à apprivoiser pour l'enfant ce nouvel aliment-là. Et le fait aussi de faire participer l'enfant à la préparation du fameux légume, par exemple, ou des repas de façon générale, dans la mesure de ses capacités, ça aide grandement à créer une petite ouverture. Donc, si l'enfant a participé à la préparation, que ce soit de couper, d'aider à les faire cuire ou d'aider à les choisir à l'épicerie, à ce moment-là, son implication va faire en sorte qu'il va se sentir un peu plus concerné et va peut-être présenter davantage d'ouverture. Alors, voilà pour le modèle positif. Maintenant, si on parle de familiarisation, d'exposition répétée. La familiarisation, c'est vraiment la solution clé à la néophobie dont on a discuté tout à l'heure. La familiarisation, c'est le processus par lequel les jeunes apprennent peu à peu à connaître les aliments. Et comme les enfants aiment ce qu'ils connaissent, la familiarisation, ça permet peu à peu de faire tomber les barrières et des résistances face aux aliments et favorise le développement du goût des jeunes enfants ou des jeunes mangeurs. Une des façons de se familiariser, c'est, et je le disais juste un petit peu avant, c'est vraiment les discussions entourant les aliments. Si ces discussions-là autour des aliments sont si favorables, c'est qu'elles aident, comme je le mentionnais, à faire en sorte que les nouveaux aliments deviennent petit à petit, au fil des expositions, connus de l'enfant. Parler des aliments, que ce soit au repas ou à l'extérieur du repas, est vraiment d'intérêt et peut contribuer à la familiarisation pour bon nombre de jeunes qui ont un TSA. On peut parler de comment ça pousse, d'où ça vient, etc. Donc, les enfants vont être très intéressés par ces informations-là. Or, on sait quand même que certains jeunes TSA qui peuvent avoir de la difficulté à amorcer ou même à soutenir une conversation, d'autres ont moins de vocabulaire ou ont du mal à écouter les autres. Enfin, c'est sûr que les défis sont relatifs au type d'atteinte ainsi qu'à la sévérité, mais il semble tout de même raisonnable de croire que dans les cas de certains jeunes qui ont un TSA, ce type de familiarisation puisse être difficile à réaliser
mais pour les autres, et comme vous connaissez bien votre enfant, vous savez si c'est possible. Et dans ce cas-là, on essaie de tenter cette stratégie-là et d'utiliser cette perche. Une stratégie qui est parfois utilisée par certains parents, c'est de cacher volontairement des aliments ou des informations sur la nature des aliments qui sont servis aux enfants. On a tous connu quelqu'un qui a fait ça ou on l'a peut-être fait déjà nous-mêmes. Dans le court terme, à court terme, c'est certain qu'il est possible que l'enfant mange mieux, mais dans le moyen et long terme, est-ce que l'enfant va être familiarisé aux aliments qu'il n'a jamais appris à véritablement connaître? On peut se poser la question. Prenons un exemple. Un enfant qui ne voudrait manger que du poulet. Et un soir, on veut servir du porc et on lui dit que c'est du poulet. Et bien, il va le manger parce qu'on lui a dit que c'est du poulet. Alors, visiblement, dans cet exemple-là, il n'y a pas de facteur physiologique ou sensoriel qui pourrait expliquer le refus de l'enfant de manger le porc parce qu'il l'a mangé en pensant que c'était du poulet. Donc, à l'égard du développement du goût, la pratique la plus constructive, ce serait vraiment de ne pas cacher les aliments comme tels, mais vraiment de favoriser une exposition répétée à l'aliment de façon transparente, en disant la vérité sur la nature de l'aliment jusqu'à ce qu'il devienne familier et que l'enfant accepte d'y goûter par lui-même. C'est un exemple où la facilité semble l'emporter sur les bonnes pratiques de développement du goût. Et ce qui est condamnable dans l'optique où l'alimentation, et ce n'est pas condamnable dans l'optique où l'alimentation et les variétés sont vraiment des défis du quotidien dans plusieurs familles. La recherche de la simplicité, c'est vraiment tout à fait légitime et compréhensible qu'on puisse agir comme ça parce qu'on veut nous-mêmes, en tant que famille, ne pas manger que du poulet. Donc, on trouve des stratégies. En trouvant ce truc-là pour faire manger du porc à l'enfant, on ne se heurte pas à des refus constants et on rend le repas plus agréable. Donc, ce qui est tout à fait légitime et on entend bien pourquoi, on comprend bien pourquoi on pourrait utiliser de ces stratégies-là. Par contre, il importe de se questionner à savoir si les bienfaits à long terme de l'adoption de bonnes pratiques à l'égard du développement du goût vaut la persévérance dont il faut faire preuve dans le court terme. Et ça, c'est à chaque parent de juger si oui ou non ça vaut le coup de persévérer, de ne pas cacher les aliments jusqu'à ce que l'enfant accepte un jour d'y goûter par lui-même. On le sait, les enfants tendent à aimer ce qu'ils connaissent. Le développement du goût passe donc par la connaissance graduelle des aliments. Et pour ce faire, il n'y a rien de mieux que de goûter avec ses 5 sens. De prendre le temps de manger en se concentrant sur les goûts, mais aussi les formes, les textures, les couleurs, les odeurs, les bruits, etc. Afin d'y arriver, l'idéal, c'est vraiment de fermer la télévision ou autre écran qui pourrait détourner l'attention du repas. Et ça, c'est vraiment la bonne pratique qui est recommandée. Manger sans écran, ça permet de porter une attention à ce qu'on mange, à la nature des aliments, à la perception à l'égard de ceux-ci. Donc, c'est vraiment ce qu'on recommande de faire. Il est tout à fait facile de comprendre qu'il s'agit là d'une façon de faciliter les repas lorsque c'est utilisé pour certains enfants, dans certaines familles. Et l'évaluation des situations est toujours à faire au cas par cas. Par contre, de manger devant un écran, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment à l'opposé de la pratique favorable, qui est de manger à table sans télé, sans téléphone, sans rien, afin de se concentrer sur ce qu'on mange. Et lorsque c'est réaliste, on essaie de privilégier cette bonne pratique-là. On le dit, la familiarisation implique aussi d'utiliser ces 5 sens lors des repas, mais on en a parlé tout à l'heure. L'équation n'est peut-être pas si simple puisque ce qu'on a dit, c'est que certains jeunes TSA peuvent avoir des problèmes sensoriels plus ou moins graves avec des ondes de forte sensibilité ou de faible sensibilité et des stimulations sensorielles qu'ils reçoivent peuvent se brouiller et devenir vraiment très accablantes lors d'un repas. Une hypersensibilité, entre autres du goût et de l'odorat, peut causer de l'inconfort, du dégoût et même aller jusqu'à leur causer de la douleur. Donc, il faut quand même y aller avec notre gros bon sens. L'exposition répétée aux aliments, c'est vraiment par une exposition répétée aux aliments ou aux plats que les enfants apprennent peu à peu à les apprivoiser, à les faire rentrer dans leur répertoire d'aliments connus et éventuellement à ce qu'ils deviennent appréciés. Quand on parle d'exposition répétée, ça peut signifier de présenter un même aliment ou un même plat 5, 10, 15, 20, 30 fois.
avant qu'un enfant accepte d'y goûter par lui-même. Or, et ça peut paraître laborieux, je vous l'accorde, mais il ressort de quelques études et de témoignages qui semblent fréquents chez les parents d'enfants qui ont un TSA d'adapter le repas en fonction du goût des jeunes ou carrément d'offrir un repas parce que évidemment, c'est laborieux, là, la présentation ou la répétition, des expositions répétées. Donc, très souvent, ben, on a envie, et c'est tout à fait compréhensible, de se simplifier la vie en offrant un repas complètement différent ou en adaptant le repas de la famille au goût du jeune TSA. Il y a des études qui observent par rapport à ce sujet-là que les enfants TSA ont un répertoire alimentaire qui est plus restreint que des enfants qui ont un développement normal. Il est aussi mentionné qu'on ne sait pas si ce répertoire restreint-là est réellement associé au petit nombre d'aliments acceptés par l'enfant ou si c'est une conséquence du fait que la famille, connaissant les particularités de leurs enfants, ne leur propose pas ces aliments spécifiques-là. Ce qui est probable. Et si on s'y réfère à une autre étude où on apprend qu'il est fréquent que les mères préparent un repas différent pour les TSA, où on rapporte en fait que 52% des enfants TSA avaient un repas différent du reste de la famille par rapport à 17% de leurs frères et sœurs qui avaient un développement normal. Donc, c'est quand même très fréquent comme phénomène. On peut comprendre, bien sûr, que pour simplifier, comme je vous le disais, la vie et la prise du repas, pour rendre le repas plus agréable, moins stressant, qu'on adopte ces stratégies-là parce qu'on connaît par cœur les préférences de nos enfants et qu'on veut éviter des crises ou bon. Donc, c'est évidemment très facilitant et la recherche de facilité est très humaine et compréhensive. Mais j'essaie, avec les exemples que je vous donne, d'essayer de vous décrire un peu les effets à long terme que peuvent avoir l'utilisation de telles pratiques. Par exemple, un enfant qui ne mangerait que 3 légumes, soit des concombres, tomates et brocolis, et que la mère aurait tenté d'y introduire d'autres légumes, mais après je ne sais pas combien de tentatives, elle se résolut, elle se dit, bon, ben, il refuse systématiquement du goûter, donc je n'ai pas vraiment envie de réessayer, et sachant qu'il ne va pas les manger, je ne lui en mets tout simplement plus dans son assiette. C'est sûr qu'on ignore si, en persévérant dans la bonne pratique de l'exposition répétée, un tel enfant finirait pas petit à petit par se familiariser avec quelques variétés de légumes de plus. À l'inverse, si l'enfant sait en quelque sorte qu'en persistant à ne pas toucher ces légumes, donc lui, il sait, j'y touche pas, et éventuellement, il y a des chances que ma mère cesse de les mettre dans mon assiette, on comprend que c'est pas une pratique qui est optimale parce que ça se joue à 2 niveaux. On n'en met pas en tant que parent parce qu'on sait très bien qu'il va être refusé, mais aussitôt qu'on fait ça, l'enfant comprend qu'en refusant systématiquement d'y goûter, à un moment donné, il n'y en aura plus dans son assiette, donc il n'aura plus à avoir à dealer, pardon pour l'expression, avec ça. Donc, en persévérant, bon, excusez-moi, je vais juste me reprendre dans mes notes, je me suis égarée. OK. Donc, en persévérant à ne plus mettre les aliments qui sont refusés par l'enfant, ce qui risque de survenir comme conséquence, c'est qu'on renforce la routine chez ces enfants-là et la rigidité, et il n'y a plus aucune présentation ou introduction de nouveaux aliments. Il y a une étude qui rapporte d'ailleurs que la présentation répétée d'un aliment moins apprécié de l'enfant ayant un TSA, parfois même sur plusieurs mois, finissait par fonctionner. Ce que je veux vous dire là avec ces résultats d'études, c'est de vous dire que il faut, oui, de la patience et de la persévérance, mais que ça semble fonctionner à long terme. Reste à évaluer notre capacité à être patient sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, évaluer si la chandelle en vaut le coup par rapport à l'ouverture de l'éventail alimentaire de notre enfant, mais il semble que ça fonctionne. Sans se présenter en solution miracle, c'est sûr qu'il va toujours y avoir des enfants qui vont refuser de goûter malgré les expositions répétées, mais sachant que c'est quand même une pratique qui est relativement simple, donc il suffit d'en mettre un morceau dans l'assiette,
mais ça vaut la peine d'être essayé avec persévérance. Et si je reviens sur l'exemple de tout à l'heure avec la pizza où l'enfant refuse systématiquement le verre, ben peut-être qu'à ce moment-là, on n'aurait pas mis le verre sur la pizza, mais bien à côté dans l'assiette. Et pour que l'enfant le voie, se familiarise et qu'à un moment donné, il ait peut-être envie de goûter lui aussi cet aliment qui est fort apprécié du reste de la famille. Bon, je vous disais qu'il y a des familles où on décide tout simplement de faire des menus différents. Bon, ça se présente, mais dans d'autres cas, on adapte le repas familial en fonction du goût de l'enfant TSA. Ce qui fait qu'en bout de ligne, la variété alimentaire de la famille au complet tourne autour d'à peu près 10 repas différents qui roulent comme ça tout le temps. Donc, on a lieu de se questionner sur, ben oui, à ce moment-là, il y a plus d'aliments refusés de la part de l'enfant TSA, mais bon, il n'y a plus de nouvel aliment qui va être introduit et le reste de la famille est un peu aussi pénalisé à ce sujet-là. En soi, c'est sûr qu'il n'y a pas de mal à se simplifier la vie, à se rassurer que quand on fait un repas ou qu'on est certain que les aliments qui sont présentés vont être mangés par notre enfant, c'est rassurant. Ça rend le repas plus agréable, on évite les crises. Et parfois, c'est même vital pour des familles de trouver des stratégies pour alléger le quotidien puis réduire le stress. Et donc, c'est certainement pas vouloir condamner les familles qui utilisent cette pratique-là, mais on fait simplement le constat avec la littérature et les connaissances en termes de développement du goût chez les enfants que le fait de faire des repas ou d'adapter des repas en fonction des goûts des enfants TSA, ça contraste avec les bonnes pratiques alimentaires recommandées afin de favoriser la familiarisation des enfants aux nouveaux aliments. Il y a une stratégie qui est mentionnée par bon nombre de mamans qu'on a interrogées, c'est l'astuce ou c'est la stratégie de la déclinaison, c'est-à-dire l'adaptation d'un repas pour faire en sorte qu'il soit mieux accepté de la part d'un enfant, de l'enfant TSA. C'est pas aussi non productif que ou moins, ou c'est pas aussi difficile que de faire un repas différent, j'en conviens, mais si le plat qui est présenté à l'enfant TSA est toujours ajusté en fonction de ses désirs, ben on peut penser que l'exposition répétée n'est pas présente et que par conséquent, la familiarisation également ne se produit pas. C'est sûr que, encore une fois, il faut y aller au cas par cas et selon la ténacité du refus et la situation de l'enfant, de la famille, il faut user de gros bon sens. Ça m'amène en dernier lieu, pour le point de la familiarisation et l'exposition répétée, à vous parler de la fameuse stratégie du ketchup, qui est aussi très souvent utilisée par pas uniquement des enfants, des familles d'enfants TSA, mais par bien d'autres familles également, où on va donc mettre du ketchup sur tout pour faire en sorte que l'enfant mange, parce qu'avec une tonne de ketchup, ben ça goûte plus grand-chose. Donc, à ce moment-là, ben la plupart des choses sont bien acceptées. Mais c'est sûr que, permettez-moi de peut-être avoir un petit sourire quant aux effets bénéfique, pas tant à cause du ketchup, mais sur le fait que tout goûte la même chose et que je pense que ça entrave bien sûr au développement du goût de toutes les saveurs des aliments en utilisant, par exemple, le ketchup ou d'autres condiments. Donc, c'est sûr qu'on peut l'utiliser parfois, mais de systématiquement utiliser le ketchup pour faire avaler les choses, c'est que ça ne permettra jamais à l'enfant de goûter le vrai goût de l'aliment comme tel. Maintenant, on est rendu à parler de pression à manger. Insister pour qu'un enfant mange ne serait-ce que quelques bouchées de plus, ça peut faire en sorte que l'enfant mange par obéissance ou encore qu'il refuse de manger en signe de protestation. Dans les deux cas, ce qui arrive, c'est que l'enfant ignore ses signaux de faim et de satiété. Normalement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la responsabilité de l'adulte d'offrir à l'enfant une alimentation variée et de qualité. Et c'est vraiment de la responsabilité de l'enfant de décider ce qu'il mange et en quelle quantité. Et ça, c'est sans compter que la pression à manger va évidemment nuire au plaisir de manger et ça risque de transformer le repas en moment désagréable. Donc, c'est surtout pas une pratique à privilégier.
et ça n'aide pas non plus à avoir un climat agréable au repas. La bonne pratique, c'est vraiment de ne pas forcer un enfant à manger. Quand il y a une pression à manger envers certains aliments précis, ça devient difficile alors de savoir si l'enfant ne mange pas de cet aliment par lui-même parce que ça lui plaît moins. Donc, à ce moment-là, il y aurait un besoin du développement du goût, soit parce qu'il n'a plus faim, donc à ce moment-là, il respecte ses signaux de satiété, ou tout simplement parce qu'il associe à quelque chose d'obligatoire, donc de moins plaisant, le fait de manger cet aliment-là. Donc, dans tous les cas, les bonnes pratiques relatives au développement du goût gagnent vraiment à être adoptées en premier lieu et maintenues avec persévérance. Donc, ce qu'il faut bien sûr comprendre, c'est que les bienfaits des bonnes pratiques ne seront pas concrets du jour au lendemain si vous vous mettez à les exercer, mais elles se développent avec le temps. Et je pense que elles valent le coup d'être tentées et de donner une chance à leur potentiel qui peut être parfois très grand chez certains enfants. Bien sûr, quand je parle de gros bon sens, lorsque la santé ou même la croissance d'un enfant semble être en jeu parce qu'un enfant ne mange pratiquement plus ou refuse de manger une grande variété d'aliments, que son répertoire alimentaire est très, très, très restreint et que ça vous inquiète concernant son état nutritionnel ou la qualité de son alimentation, il ne faut surtout pas hésiter à consulter des professionnels de la santé ou de la nutrition spécialisés afin de vous assurer d'avoir des stratégies constructives à court terme, mais aussi à long terme. Ce qu'il faut aussi comprendre de tout ce que je vous ai mentionné par rapport au modèle, à la familiarisation et au fait de ne pas utiliser de pression à manger vis-à-vis des enfants, c'est que, bien sûr, on peut s'écarter des bonnes pratiques dans le temps, ne serait-ce que pour gérer une crise ou un moment difficile, et il faut les revisiter de temps en temps. Et il y a plusieurs mères dans leurs témoignages qui ont noté des améliorations avec le temps à l'égard de l'alimentation de leur enfant. Évidemment, c'est pas impossible, il est impossible de garantir le succès, mais tout aussi impossible de tenir pour acquis que les bonnes pratiques sont vaines de façon définitive. Leur revisite est tout à fait recommandable. Donc, on a parlé de pas de pression à manger, donc on évite de forcer un enfant à goûter à un aliment précis. Donc, quand je vous parlais de familiarisation, d'exposition répétée, on lui met dans son assiette sans faire de commentaires ou on peut tout simplement l'inciter ou lui suggérer de goûter, mais sans le forcer et d'agir comme modèle et à long terme, à la longue, donc l'enfant va peut-être vouloir y goûter et peut-être qu'il va l'apprécier. Donc, c'est la chance qu'on peut prendre. J'ai parlé à plusieurs reprises de climat agréable au repas. Donc, le climat au repas est très relié au point précédent dont on a discuté de pas de pression à manger. Donc, quand il y a de la pression, les repas sont moins agréables, autant pour les adultes que pour les enfants et pour le reste de la famille. Donc, dans la mesure du possible, on évite les discussions qui prêtent les discussions qui prêtent à discussions un peu trop animées. On évite les sujets épineux au repas, même si des fois ça peut être un défi de ne pas en discuter au repas parce que c'est peut-être le seul moment où on est tout le monde assis autour d'une table. Mais ça, c'est valable pour tous les membres de la famille. Donc, on essaie de ne pas discuter du dernier examen qui a été le moins bien réussi ou des autres points comme ça qui peuvent être épineux pour les enfants et on essaie de maintenir un climat agréable. Donc, à ce moment-là, il y a beaucoup plus d'ouverture à peut-être essayer des nouveaux aliments et à vouloir goûter. Ça m'amène maintenant à parler de récompenses alimentaires. Il a été soulevé lors d'une recension des écrits qui semblent être pratiques courantes chez les parents d'enfants qui ont une limitation fonctionnelle d'utiliser les aliments comme récompense ou comme source de réconfort. Il y a une étude de Nadon qui a été publiée en 2011 qui abonde vraiment dans le même sens en mentionnant que les parents utilisaient les récompenses alimentaires avec leurs enfants ainsi qu'avec leurs enfants qui ont un développement normal. Donc, il n'y a pas nécessairement... cette stratégie-là n'est pas nécessairement plus utilisée avec les TSA, mais de façon générale, peut-être un peu plus. Et c'est sûr qu'il ne faut pas voir là de mauvaise volonté de la part des parents, bien sûr.
Parfois, c'est juste un manque de sensibilisation sur les effets négatifs que peuvent découler cette pratique-là qui est non optimale. Mais c'est toujours très légitime de comprendre qu'on peut vouloir la facilité ou qu'on peut vouloir se simplifier la routine. Pourquoi c'est pas optimal? Parce que ça nuit au développement de saines habitudes alimentaires, parce que les aliments qu'on positionne comme une récompense, qui sont souvent des gourmandises qui ont des valeurs nutritives plus ou moins intéressantes, viennent à prendre aux yeux des enfants plus de valeur que les autres aliments. Et là, je vais vous donner un exemple qu'on connaît très bien. Finis ton assiette si tu veux avoir du dessert. Bien, ce qu'il y a dans l'assiette, ça devient une obligation, ça devient plate. Et la récompense ultime, c'est le dessert. Donc, c'est comme si dans la tête de l'enfant, il faut nécessairement passer par le moment plate pour arriver au réconfort. Et il y a certains aliments qui sont très utilisés avec les enfants TSA, ne serait-ce que comme stimulant pour faire des bons comportements. Et là, on nous a donné plein d'exemples. Et là, je pourrais vous dire les goldfish, les fameux petits poissons au fromage, ou les gummy bears, les jujubes, qu'on peut utiliser pour encourager ou stimuler un bon comportement, ou à l'inverse. Ils peuvent être utilisés comme récompense, soit à l'école pour suivre des consignes ou pour le féliciter de bon comportement. On peut aussi, le fameux biscuit au chocolat, donc prends une bouchée, tu vas avoir un biscuit au chocolat, ou à l'inverse, utiliser l'alimentation, donc finis ton assiette, sinon, on attribue une conséquence, donc il y aura pas de jeu, il y aura pas d'ordinateur, etc. Donc, ça devient un moment désagréable pour l'enfant de manger parce que s'il ne mange pas, il y a une conséquence négative. Quand on utilise une stratégie de récompense alimentaire, ce qui est négatif avec cette stratégie-là, c'est que à long terme, il pourrait y avoir un lien affectif de réconfort entre l'enfant et la nourriture. Et à long terme, ça pourrait avoir comme répercussion le fait que l'enfant va manger sans nécessairement présenter une faim réelle. Il va manger plus peut-être pour se faire du bien, pour se calmer, pour se réconforter. Donc, c'est pas un lien qu'on veut développer avec la nourriture parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus un lien qu'on appelle sain. Donc, il faut éviter ce genre de comportement-là. Plutôt que d'essayer une telle pratique, il serait vraiment de loin préférable de laisser les récompenses alimentaires de côté et de vraiment miser sur les bonnes pratiques. C'est sûr que ça demande de la persévérance, mais les bienfaits à long terme sur les habitudes et le développement de l'enfant en valent vraiment la chandelle. Et au lieu d'utiliser de la nourriture comme récompense, on peut penser, mais là, vous connaissez vos enfants, à ce qui fonctionne avec eux, mais aux collants, aux activités spéciales, à un moment privilégié de lecture, etc. Alors, ce qu'on a vu, c'est que les bonnes pratiques semblent favorables et elles ne peuvent certainement pas nuire. Donc, c'est quelque chose qui serait à essayer. C'est certain que les particularités de différents enfants TSA peuvent faire en sorte que certains apprentissages soient beaucoup plus longs. Donc, d'où l'importance de commencer tôt les bonnes pratiques et toujours dans la limite du gros bon sens. Alors, quelques exemples de positifs qu'on a récoltés de témoignages. Donc, on va les regarder ensemble. Donc, peut-être que ça va vous donner un peu d'espoir en bout de ligne parce que c'est sûr que ça peut, tout ce que je vous ai mentionné en termes de bonnes pratiques, ça peut vous paraître laborieux. Mais oui, peut-être sur le coup, mais je pense qu'à long terme, ça vaut la peine. Donc, alors, on commence. Même si mon enfant ne mange presque pas de fruits, je n'ai jamais cessé de lui présenter. Je suis persévérante et mon enfant aussi. Elle est fière d'elle-même quand elle réussit à manger une fraise, par exemple. Avant, on l'obligeait à goûter. C'était difficile et ça amenait beaucoup d'anxiété chez lui. Maintenant, on a arrêté ça et ça va mieux. Maintenant, on encourage à goûter plutôt que d'obliger. C'est moins insistant et plus encourageant maintenant. Si mon enfant n'aime pas un aliment, je vais en mettre un peu dans son assiette quand même et je n'utilise pas le dessert comme chantage. C'est rare que j'ai de la misère à lui faire manger les aliments servis. Un exemple aussi de familiarisation et de modèle positif, un enfant qui est allé faire 2 camps de cuisine pendant l'été et lors de ce camp, il a découvert la soupe aux poireaux
Avant, il n'aimait pas les poireaux et depuis le camp, il a aimé ça, les poireaux. Donc, peut-être que l'influence des jeunes ou des cuisiniers ou de leurs animateurs a eu de l'effet. Et à ce moment-là, il y a eu une ouverture chez cet enfant-là. Maintenant, ce qu'il faut, je vous présente maintenant un jeu de serpent-échelle que vous avez retenu. Et il y a vraiment une analogie qu'on peut faire avec les enfants TSA et le jeu de serpent-échelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme au jeu de serpent-échelle, il n'y a pas une partie qui est pareille. Par rapport aux enfants TSA, chaque enfant est unique. Pour les enfants TSA, il est probable qu'il manque certains barreaux à certaines échelles ou que différents facteurs ajoutent des serpents sur le jeu. Donc, ça peut être plus long pour atteindre l'arrivée, mais avec persévérance, il semble raisonnable de croire que plusieurs l'atteindront. Pour la majorité des cas, c'est sûr qu'il existe des extrêmes, mais les pratiques favorables au développement du goût, qui seraient les échelles dans ce cas-là, finiront à long terme par aider l'enfant à élargir sa palette de goût, à ce qu'il ait plus de plaisir à manger, plus de variété, plus de meilleures habitudes alimentaires et moins de stress également de la part des parents. Enfin, une citation qui résume bien un peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, chez nous, pas de récompense alimentaire, le dessert fait partie du repas. Nous appliquons les bonnes pratiques comme on fait avec un enfant normal et on a commencé jeune, très très tôt. Ce n'est pas la bonne pratique qui doit être différente, c'est le temps. Il faut être patient, parfois plus patient que la normale. Puis il y a persister et persister. On n'est pas obligé de se rendre à 120 expositions si l'enfant a haut le cœur à chaque fois, bien sûr. Et c'est comme ça que je pensais le fameux gros bon sens. Je pense que ces enfants-là ont chacun leurs forces et leurs faiblesses, des champs d'activité aussi plus faciles et d'autres aussi plus compliqués. Il n'y en a pas un pareil, donc pas une recette qui viendrait aider tout le monde. C'est pour ça que ça me semble si dur d'intervenir auprès de cette clientèle-là. Ce n'est pas parce que ça a marché pour un enfant que ça va marcher pour les autres. C'est vraiment du cas par cas, des essais-erreurs et de l'adaptation constante. J'imagine que vous vous retrouvez beaucoup là-dedans. Et justement, pour essayer des trucs, c'est important qu'on partage nos trucs entre nous. Toute notre vie, on va être à la recherche de trucs et de choses qui vont aider notre enfant et nous faciliter la vie. Le plus important, c'est de ne pas lâcher, de ne jamais lâcher, d'essayer des choses, puis avec du travail, les choses s'améliorent. Donc, je pense que ça peut donner beaucoup d'espoir. Donc, de lire un peu ces citations-là. Donc, avec le travail qu'on fait avec Altergo, on souhaite, et là, avec le webinaire, peut-être que vous puissiez échanger des trucs qui ont marché pour vous. J'espère que ça aura servi à vous outiller sur les bonnes pratiques, sur quoi faire, sur quand commencer. Et dans les autres, je vous dirais, bon, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, de discuter avec les enfants, mais de cuisiner avec eux, de jardiner. Tout en lâchant prise, en étant positif, patient et penser toujours à la théorie du petit pas et de la persévérance. Et en bout de ligne, je pense qu'on peut arriver à quelque chose de bien avec ces enfants. Donc voilà, donc je pense que je me suis un peu étendue. Donc ce serait le moment des questions. Donc j'ai des collègues qui vont récolter les questions et à ce moment-là, on va pouvoir répondre en ligne si vous en avez. C'est le moment de les écrire pour qu'on puisse y répondre. Ou sinon, si les questions vous viennent plus tard, ben, vous pourrez toujours les écrire et on pourra tenter d'y répondre éventuellement. Ah, ben il y a plusieurs questions. OK. Alors, bon, on me demandait si j'allais aborder les troubles, les régimes sans caséine et sans gluten, les troubles gastro-intestinaux. Effectivement, je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les parents. C'était pas l'objet aujourd'hui. Donc, je vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai vraiment pas fait une recherche euh, exhaustive là, sur le sujet. Donc, bon, alors, je suis désolée, je pourrais pas répondre à ça. Ensuite, par rapport aux suppléments alimentaires, vitamines, aliments naturels, s'ils mangent peu,
Nous conseillez-vous de leur donner des vitamines, qu'ils prennent des suppléments alimentaires? Si oui, jusqu'à combien il peut en prendre? Car mon ado aime bien des boosts. Ouais. Euh, Ensuite, après des analyses, on s'est aperçu que mon enfant de 3 ans avec TSA a un manque en arginine et prend actuellement un supplément médical. Est-ce qu'on peut renforcer cela avec des aliments naturels aussi? Bon, par rapport aux suppléments, c'est sûr que si vous pensez que ou vous avez des inquiétudes en lien avec la qualité de l'alimentation de votre enfant, je pense pas qu'il y ait de mal à donner une multivitamine. À ce moment-là, il n'y a pas de danger de surdose ou etc. Mais moi, je vous dirais d'aller voir ou d'aller consulter une nutritionniste pour qu'elle évalue euh, spécifiquement l'alimentation de votre enfant et qu'elle vous dise s'il n'y a pas des choses qui pourraient être faites par le biais des aliments plutôt que des suppléments. Bon, je suis de l'école qui souhaite toujours rencontrer les besoins avec les aliments et non pas avec les suppléments. Euh, donc ça pourrait être une bonne alternative, mais je pense que la multivitamine est sans conséquences négatives là, pour les enfants. Puis je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait peut-être en rassurer quelques-uns, mais pas commencer à... Le danger avec les vitamines, c'est lorsqu'on les donne de façon individuelle, bon, un petit supplément de vitamine D par-ci, un petit supplément de vitamine C, un autre de magnésium. Bon, des fois, les doses sont peut-être plus élevées dans les suppléments individuels que dans les suppléments, dans les multis. Et à ce moment-là, il y a peut-être plus de danger de surdose. Donc, moi, j'irais avec une multivitamine. Visite chez des amis ou voyage scolaire, faut-il prévenir? Comment devrions-nous agir si notre enfant va chez un ami? Vous nous conseillez d'avertir la mère de son ami ou devrions-nous lui envoyer un repas? Même chose pour les voyages en fin d'année. Ben, en fait, je pense que c'est prudent. C'est une bonne question. Je pense que ça serait prudent d'avertir la maman de l'ami, mais d'un autre côté, c'est peut-être un milieu propice à l'ouverture parce que l'enfant ne sera pas chez lui, va être avec d'autres gens qui peuvent agir de modèle aussi. Et peut-être que combien d'enfants bon, qui sont déjà allés manger chez des amis, qui reviennent à la maison, maman, finalement, j'ai mangé la croustade aux framboises, puis j'ai aimé ça. Ah bon? C'est parce qu'à la maison, tu n'en mangeais pas. Alors, je pense que c'est aussi valable pour les enfants de TSA. Donc, moi, je donnerais pas de consigne à la maman de l'ami de faire un repas spécial, mais peut-être l'orienter un peu, mais sans obligation. Puis je pense que à ce moment-là, on pourrait avoir des belles surprises. Comment l'aider à reconnaître ses signaux de faim? Donc, si l'enfant ne ressent pas ses signaux de faim, qui n'arrive pas à décoder ses propres signaux, que nous conseillez-vous? Ben, c'est sûr que il y a des petits outils qui existent pour les enfants, essayer de détecter les signaux. Là, ça s'appelle Docteur Gargouillis, je crois, Détective Gargouillis, qui est disponible là, sur le site Équilibre. Euh, donc, on peut peut-être faire cette activité-là avec lui, lui poser des questions. Est-ce que tu as vraiment faim ou tu as envie de manger? Est-ce que tu manges parce que tu t'ennuies? Est-ce que tu voudrais qu'on fasse d'autres choses? Donc, c'est en lui posant des questions comme ça et en faisant réaliser à l'enfant si oui ou non il ressent vraiment de la faim, que à ce moment-là, il va reconnaître ce signal-là et après ça, peut-être davantage l'écouter. Euh, Ensuite, on demande, peut-on changer sa routine? Un enfant qui mange toujours la même chose et qui refuse toute nouvelle proposition. Est-il trop tard pour espérer un changement? Ben, je pense vraiment pas qu'il est trop tard pour espérer un changement, mais je pense que si ça fait longtemps que cette routine-là est installée, il faut peut-être être davantage patient et persévérant et d'y aller avec vraiment la théorie du petit pas, donc d'introduire des petits changements à la fois. Donc, je sais pas moi, bon là, on me dit 4 biscuits bretons avec houmous, yogourt, petits fruits, muffins maison avec chanvre et lait, puis il n'y a rien d'autre. Ben, on peut peut-être une journée lui présenter un petit morceau de fromage et voir. Puis lui représenter fois après fois jusqu'à ce qu'il accepte d'y goûter.
et de jouer son rôle de modèle, un peu utiliser les stratégies dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je pense qu'il n'y a rien d'impossible, qui est pas trop tard et qu'il peut y avoir certainement du changement. Mais si on persiste dans cette rigidité-là et qu'on ne lui présente que ces aliments-là, c'est certain qu'on ne l'aide pas à se familiariser avec d'autres aliments et à élargir son spectre. Qu'on fasse s'il mange tout avec de la mayonnaise, c'est la fameuse stratégie du ketchup. Je pense que c'est un peu la même chose. Euh, en fait, il faudrait peut-être commencer par diminuer la quantité de mayonnaise utilisée, là, donc et de peut-être limiter limiter l'utilisation de la mayonnaise à seulement quelques aliments, y aller vraiment graduellement pour que l'enfant puisse redécouvrir le goût original de l'aliment qu'il a dans son assiette et jusqu'à ce qu'il l'accepte nature comme ça, sans mayonnaise. Donc, moi, je dirais d'y aller vraiment très, très graduellement, de lui suggérer de goûter sans mayonnaise d'abord. Donc, j'irais vraiment avec des stratégies comme ça, sans insister, sans obliger. Il faut vraiment que ça vienne de l'enfant comme tel, mais on peut lui suggérer et d'y aller vraiment un petit peu par petit peu. Dessert santé. Si on donne le choix, si tu termines ton assiette, tu prends un dessert moins bon pour la santé, mais si tu refuses de manger ton dessert, ce sera plus santé. Est-ce aussi négatif? J'aurais tendance à dire que oui, malheureusement, parce que à ce moment-là, ben le dessert moins bon pour la santé, si tu termines ton assiette, c'est sûr qu'à ce moment-là, le biscuit, le morceau de gâteau ou la tarte va devenir vraiment l'ultime récompense, l'ultime aliment réconfort et va prendre et la place que va occuper cet aliment-là va être beaucoup plus grande. Et à ce moment-là, ben le dessert plus nutritif, comme un yogourt ou un fruit, va devenir vraiment comme une punition parce qu'il a refusé de manger. Donc la punition, c'est que tu manges quelque chose de nutritif. Il réussira pas à apprécier le yogourt vraiment pour son goût parce que pour lui, dans sa tête, ce sera une punition. On dit souvent qu'un enfant ne se laissera pas de faim, mais jusqu'à quel point on lui demande de manger le même repas que la famille. Euh, effectivement, donc normalement, un enfant ne se laisserait pas mourir de faim. Et idéalement, on devrait avoir un repas unique pour la famille. Donc, c'est vraiment parmi les stratégies dont je vous ai discuté tout à l'heure. On peut y aller graduellement. Si c'est ce que vous faites maintenant, de préparer un repas différent pour l'enfant, on y va graduellement pour en arriver éventuellement à avoir un repas unique. Ça se peut qu'il ne mange pas tout dans l'assiette présentée qui lui est présenté, mais c'est pas grave. Donc, on lui offre le même repas qu'au reste de la famille le plus souvent possible dans l'idéal. Et on me demande si la désensibilisation à l'aide d'une ergothérapeute est une bonne stratégie. Je pense que oui, ça peut être des moyens qui sont utilisés dans des cas d'hypersensibilité. Il y a certaines études qui disent que c'est bénéfique, que ça pourrait être bénéfique. Donc, je pense que oui, ça pourrait très bien être une voie à explorer. Donc, j'ai répondu à la plupart des questions. Donc, on va s'arrêter puisque, évidemment, j'ai beaucoup trop parlé. Alors, je vais terminer là-dessus. Je vous remercie de votre grande participation à ce webinaire. J'espère qu'il vous aura été utile et que vous pourrez repartir avec une boîte à outils un peu plus remplie. Et je vous souhaite des repas agréables en famille avec vos enfants et que ça soit un petit peu moins stressant. Alors, merci beaucoup.